Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'être à ce rendez-vous. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Je cite là l'Ecclésiaste. Et cette paix, le président du Conseil militaire de transition la veut sincère et définitive pour le Tchad, d'où sa permanente main tendue à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris les armes contre les institutions républicaines. Cet appel du retour au bercail afin de participer à la construction d'un Tchad paisible, démocratique, respectueux des droits de tous et la souveraineté du peuple a été entendu par beaucoup de politico-militaires. Parmi ceux qui sont déjà au bercail, il y a Kingabe Ogosemi de Tapol, qui est rentré le 25 janvier dernier. Il est sur ce plateau avec moi, il est mon invité. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Le second invité, lui aussi, il vient de rentrer au bercail. Il s'appelle Doki Waru Mamat. Lui, il est rentré en août 2021, après avoir passé 14 ans à l'extérieur du pays. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci, monsieur. Et pour rectificatif, après 20 ans. Après 20 ans. Voilà, nous rectifions. Oui. Après 20 ans passés donc à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, oui. Alors, je rappelle que vous étiez membre du Conseil supérieur de défense, conseiller politique du président de l'Union des forces pour la résistance. Exactement. Nous allons donc faire le tour des questions qui ont amené votre retour et surtout votre séjour ici. Je commence par vous, M. Tapol. Combien de temps vous avez passé à l'extérieur? Bien, moi, j'ai quitté le Tchad le 9 octobre 1992. Oui. Et je suis rentré le 25 janvier 2022, donc 30 ans. 30 ans à l'extérieur du Tchad. Oui, on va revenir peut-être au motif de votre départ. Monsieur Doki, vous avez déjà fait 20 ans. 20 ans passés au maquis, à l'extérieur Oui, moi, ça me fait 20 ans d'absence de mon pays. Effectivement, pour des raisons politiques que tout le monde connaît. J'ai combattu le système du feu maréchal Déby Itno, paix à son âme, qui était notre adversaire politique, mais pas un ennemi. Et aujourd'hui, avec sa disparition, malgré qu'on l'a combattu, mais quand même, ça nous fait mal. C'est un fils. Quand même, il a fait beaucoup de choses dans ce pays, malgré qu'on est en opposition sur certaines choses. Et après, le fils Mamad Idriss Déby Itno, qui, à la disparition du feu maréchal, a tendu la main à l'opposition, sans tabou. Il faut que tous les fils du Tchad rentrent. Et on a saisi cette occasion de la main tendue du chef de l'État. Nous sommes rentrés dans notre pays. Et c'est presque les mêmes raisons qui ont poussé à quitter le pays. Ben, ça peut être les mêmes raisons, même si ce n'était pas les mêmes raisons, les racines sont quand même les mêmes. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs que vous étiez ministre-secrétaire général adjoint au temps du Sénabré. Exactement. Et porte-parole du Front pour l'alternance et la concorde. Oui, exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que c'est parce que vous étiez membre du gouvernement du Sénabré et vous ne voulez pas gérer les affaires avec le régime qui l'a renversé? Mais non, moi en tant que secrétaire général adjoint du gouvernement, quand le MPC est entré ici à N'Djamena le 1er décembre 1990, c'est moi qui ai accueilli les premiers éléments, le Maldom avec Ousmane Gam. Oui. On était logés là à l'hôtel Novotel La Tchadienne. Il y avait Alingué, Naimbaye, et moi-même, nous étions logés là, et puis on a constitué l'équipe d'accueil. Donc j'ai accueilli les nouveaux arrivés. Et c'était le samedi le 1er décembre. Et j'ai conduit cette opération. Le dimanche, j'étais dans le quartier pour organiser les gens, pour sensibiliser les gens qu'on ne pille pas l'administration. Et donc je me suis assuré, et quand j'ai remis
les clés du secrétariat général du gouvernement au nouveau, et je me suis retiré du Novotel. Et j'ai repris mes fonctions à la fonction publique. J'étais administrateur civil de deuxième classe, donc au ministère du Tourisme et de l'Environnement. Donc en 1991, j'étais là, je travaillais. 92, j'ai travaillé, j'étais là aussi. Et vous savez, à l'époque, j'étais quand même très jeune, mais j'ai des convictions. Et pour moi, les convictions, je ne transige pas. Et j'ai quitté le Tchad principalement à la suite de l'assassinat de Joseph Beidi, que je n'acceptais pas et que jusqu'aujourd'hui même, je n'accepte pas encore. Et c'est ça qui était la principale motivation. Je me suis dit que tel que les choses passent, ça ne peut pas être quelque chose qui puisse être convenable à mon idéologie politique. Et donc, je me suis retiré le 9 octobre 1992. Oui, et après avoir passé des années à l'extérieur, vous êtes rentré. Et le 25 janvier, lorsque vous avez foulé le sol tchadien après avoir passé des années à l'extérieur, quel sentiment avez-vous eu? Mais les sentiments, il y en a trop. Et en tant qu'Africain, c'était d'abord l'émotion. Et comme je l'ai dit, hein, effectivement, ce ne sont pas des paroles en l'air. L'émotion m'étreint la gorge. Si bien que je n'ai pas pu obtenir des mots à faire passer à travers ma corde vocale. Mais en même temps, la joie domine cette émotion, ce qui a fait que j'ai pu avoir quand même la possibilité de m'exprimer. Vous savez, c'est très fort pour moi. J'ai dit que me retrouver là, à l'embouchure du fleuve Logone et Chari, qui se sont joints ensemble pour cheminer vers le lac, c'est une image très forte pour moi. Et donc, je suis vraiment très satisfait. Et puisque je suis allé en exil, je me suis dit que maintenant, peut-être que j'ai assez compté déjà mes pas d'exil. Il faudrait, le temps est maintenant de recueillir mes larmes dans l'outre de l'Éternel pour quand même me reposer. J'ai quand même des petits-fils. J'ai quand même donné à ce pays et donc il faudrait que je sois là pour accompagner ce qui se passe actuellement maintenant. Et non pas encore... je ne peux plus maintenant être ce chevreuil qu'on débusque sous l'ombre. Je ne peux pas faire de grandes enjambées maintenant. Oui. Vous voyez? Oui, et c'était le même sentiment, M. Dokiwaru? Oui, plus ou moins c'était toute la famille qui était arrivée, les connaissances des gens que vous avez perdus de vue pendant plus de 20 ans, pratiquement. Des gens que j'attendais voir, mais malheureusement qui n'ont pas assisté. Et c'était vraiment, enfin, comme vient de dire mon frère Tabol, l'émotion était grande. Oui, l'émotion était grande. Et vous avez laissé échapper quelques mots le 24 août à l'aéroport. Je vous cite, je lance un appel à mes amis politico-militaires ou civils qui sont restés encore à l'extérieur. Je crois qu'il est temps d'enterrer ce qui est des guerres. Ça nous suffit déjà, on a un acquis à préserver, la paix. Nous sommes disposés à aider le gouvernement dans cette direction. Est-ce que vous pensez que cet appel a été entendu? Je pense que cet appel a été entendu. La preuve que nous étions le premier à répondre à l'appel du président de la République. Et votre appel, est-ce que les gens vous ont suivi? Notre appel, effectivement, si vous avez constaté, après notre arrivée, après nous, il y a eu quand même... une file de personnalités en exil qui nous ont suivis. Et je n'ai pas arrêté de les appeler, de parler avec eux, de les faire comprendre, de les convaincre que l'appel du président Mamadou Idriss Itno est sincère. Parce que je l'ai rencontré. Je ne prédis pas l'avenir. J'ai trouvé en lui un homme sincère, engagé pour la paix. Et sur cette base que j'ai beaucoup discuté avec des amis en Europe, en Afrique et tout ça pour les convaincre, pour le faire venir. Et il y en a qui ont vraiment répondu. Et j'ai parlé avec eux. En regardant cette émission, ils se reconnaîtront. Avec qui j'ai parlé, avec qui on s'est entendu, avec qui j'ai pu convaincre, malgré ce qu'ils pensaient. Et malgré votre appel, malgré les premiers pas que vous avez faits, Tom Erdimi a jeté encore le pavé dans la mer.
Sa dernière déclaration qui fait la une aujourd'hui. Quelle a été votre réaction, monsieur Papol, peut-être avant de revenir à son conseiller, son ex-conseiller? Je connais très bien Tom Erdimi, puisque nous étions au Darfour ensemble, et j'étais aussi membre du Conseil national de l'UFR. Et je crois que ce que je peux dire au président Erdimi, c'est que la force ne consiste pas à se serrer les dents. Ce n'est pas ça la force. Quand on a la force, et que j'ai eu à le dire, et surtout qu'on est le fils du pays, il faut éviter de creuser un trou profond au milieu du pays. Surtout nous sommes à quelques jours de la rencontre. Et là, importante. il se trouve qu'il y a un trou qui vient d'être creusé, ce n'est pas responsable. Je n'ai pas un autre mot à qualifier cela. C'est vraiment irresponsable dans la mesure où nous avons besoin de tenir un autre langage. Ce n'est pas pour dire que voilà, mais non. Je pense que quand on est à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas se permettre des choses comme ça. Ça ne sert à rien. Le Tchad a besoin quand même qu'on puisse tenir d'autres langages. Et cet autre langage, c'est quoi? Il suffit que chacun de nous a le souci de mettre au moins le sourire dans le visage de chaque enfant qui soit né ici chez nous, ça suffira. Mais si on pense que si ce n'est pas moi, c'est rien d'autre, ce n'est pas un comportement qu'on peut... Vous savez, aujourd'hui, la victoire a plusieurs leviers. On ne peut pas seulement se contenter parce qu'on a besoin de ceci, cela. Ça veut dire quoi, là, tout ça, c'est Wagner et autres, ça veut dire quoi? Non. Il faut quand même être responsable. Et quand on veut aller à une responsabilité et qu'on prétend présider au destin d'un peuple, on ne tient pas de langage comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est désolé. C'est désolant de pouvoir entendre de ces choses-là à un moment décisif de la nation. Vous savez, la nation est une âme. L'âme, on ne la voit pas, mais sans l'âme, le corps physique que nous sommes ne peut pas. Et donc, si nous avons besoin de ce Tchad physique, il faut entretenir l'âme qui est la nation tchadienne. Et on ne peut pas vraiment être utile à cette âme-là en tenant des propos incendiaires comme ça, qui sont des propos qui ne sortent pas de la bouche d'un vulgaire monsieur. C'est un homme responsable qui est connu, qui a eu... je dirais que Tom Erdimi a été mon recteur quand j'étais étudiant. Il était recteur de la faculté à l'université d'Injamena. D'Injamena. C'est un cadre. Je ne sais pas si c'est Tom ou bien Timan qui a tenu ces propos, mais en tout cas... C'est Tom Erdimi. C'est Timan. C'est Timan, voilà. Mais si c'est Timan, encore, je dirais à mon frère Timan que la force ne consiste pas à se serrer les dents. C'est autre chose. Tout simplement ça. Voilà. Et monsieur Dakiwaru? Oui, je pense que vous faites allusion à l'audio qui circule sur les réseaux sociaux et tout ça, que moi aussi j'avais écouté, et ça m'a fait très mal. Très mal. Cela me réconforte ne me réconforte pas sur le propos de Erdimi, mais cela me réconforte avec mes échanges avec le président Erdimi avant que je regagne la patrie. Parce que c'est l'idée qu'il a gardée peut-être en lui, je pense. Et raison pour laquelle moi je dis non, je ne peux pas continuer. On ne peut pas combattre le père et le fils. Moi, je ne suis pas égal à mon père. Si mon père a fait des choses, ça n'engage que mon père. Donc moi je dis, le 4e jour du décès du maréchal, j'ai appelé le président Erdimi. J'ai dit, mon président, notre lutte a pris fin. Ton oncle vient de mourir. Regagnons le pays. D'abord, regagnons le pays le premier pour aller présenter tes condoléances à tes frères, tes neveux, tes cousins. Et nous autres, nous te suivrons. Chaque chose a une fin. Le principal but de notre lutte a pris fin.
nous sommes déjà devant un fossé, on ne peut plus traverser. Pour vous, il n'y a aucune condition à poser. Est-ce que vous avez posé de conditions avant de rentrer au pays? C'est-à-dire, nous, avant de rentrer au pays, avec le gouvernement, vous voulez dire, oui. On n'a pas posé de conditions. Parce que, quelles conditions on va poser? Nous rentrons chez nous. Quelles conditions on va poser? Il n'y a pas de conditions pour nous. Nous, on était partis parce que, avec paix à son âme, avec le maréchal Déby, c'est une question de méthode de travail. Nous voulons que les choses aillent dans ce sens, mais les gens n'ont pas compris. Mais dans ces cas, pourquoi vivre dans un pays où les gens ne te comprennent pas? Nous n'avons pas la même vision des choses. C'est ça qui nous a fait partir en rébellion. Ce n'est pas la tête de Déby, ce n'est pas la personne physique de Déby qui nous a envoyés en rébellion. C'est une méthode de travail dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous, c'est rebelles. Bon, au moment où il n'est pas là, aucune condition pour aucune condition, on rentre chez nous. Même des conditions sécuritaires, vous n'avez pas demandé de garantie? La sécurité, il n'y a que Dieu qui a ça. La sécurité, il n'y a que le bon Dieu qui a ça. Nous sommes rentrés chez nous, advienne ce qui adviendra. Celui qui veut, qui t'en veut, il te voudra toujours. On n'a pas posé de conditions. On est rentré chez Kingabe, à la méthanie du président. Je voudrais juste ajouter ceci. En écoutant l'audio dont nous faisons allusion en ce moment, j'essaie aussi de mettre en écran par rapport à la psychologie de la personnalité qui tient ce propos. Et franchement, je dois dire aux Tchadiens que peut-être que c'est encore une déclaration de plus, mais qu'on ne peut pas vraiment tenir compte de cela. À mon avis, je pense que Timan Erdemi est aujourd'hui comme un prisonnier qui est dans sa cellule et qui a la clé de la serrure là dans ses poches en arrière, des poches arrière. Et donc c'est de cela qu'il doit travailler. Il doit travailler sa psychologie, sa personnalité. Il doit également essayer de se poser de bonnes questions. Est-ce que vraiment il fait ça pour le Tchad ou bien il fait ça pour lui-même ou bien pour une autre personne? Parce que c'est étonnant quand même d'entendre certains mots que j'entends. Donc peut-être que dans l'ensemble, on va pouvoir dire que voilà, encore une fois de plus, c'est une sortie ratée. Mais oui, on aura encore peut-être d'autres déclarations comme ça qui viendront, mais je pense qu'il ne faut pas céder à cela, il faut continuer. Vous avez très bien introduit, moi-même j'ai cité l'Ecclésiaste lorsque je suis descendu de l'avion, et je crois qu'il faut aller de l'avant. Nous sommes un État, nous sommes une république, nous sommes une nation, nous avons des difficultés sur le chemin de notre construction. Ce n'est pas une raison de désarmer. Il faut aller de l'avant et puis ça fait partie de la construction nationale. Rome n'est pas construite en un jour, en un siècle. C'est la même chose. Et ces difficultés ne doivent pas nous ôter la nécessité de rebondir et d'aller de l'avant. Dans des situations comme ça, je demande au peuple tchadien de cracher dans les mains, retrousser les manches et puis se mettre au travail. Voilà. Et vous n'avez pas posé de conditions avant de décider de rentrer au pays? Non, mais moi, j'ai pas. Là où je suis en Suisse, je suis très bien. Parce qu'en Suisse, j'ai quand même fait 30 ans en Suisse et non pas n'importe où. J'ai une situation très confortable. Quand je suis allé, mon souci était de dire que voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai fait de la politique non pas parce que je veux faire de la politique pour me mettre plein les poches, mais je crois que je dois construire quelque chose qui puisse apporter du bien-être pour le plus grand nombre de mes concitoyens. Et si à un moment donné, je n'ai pas la possibilité de le faire, eh bien, je dois me retirer. Et quand je me suis retiré, arrivé en Suisse en tant que réfugié politique, la Suisse qui m'a accordé l'asile a vu tout de suite ce que je peux apporter et tout de suite j'ai été intégré dans la société helvétique et j'étais très bien là-bas. Donc, malgré tout ça, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que la Suisse, qui n'a jamais sorti un centime comme ça pour ma formation,
bénéficie des qualités que j'ai aujourd'hui, alors que le Tchad qui a commencé dès les cours préparatoires pour me former jusqu'à l'université, parce que du CP1 jusqu'à 3e année de droit, c'est le Tchad qui a contribué. Ouais. Et donc c'est un manque à gagner pour mon pays. Donc je me sens en devoir de restituer cela à mon pays. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, je suis en mesure déjà, dans la mesure où mes enfants avec qui je suis allé sont tous en train de soutenir leur thèse en ce moment. Il y en a qui sont revenus aussi avant moi et tout ça. Donc je reviens chez moi, quelles conditions je vais poser. Je me suis dit simplement que si je peux avoir la liberté de pouvoir vivre chez moi, c'est bien. Pourquoi la liberté? Parce que je ne peux pas aimer ma femme si je ne suis pas libre quand même. Je ne peux pas aussi m'occuper de mes parents si je ne suis pas libre. Je ne peux pas non plus assister tel ou tel cousin si je ne suis pas libre. Mais si j'ai cette liberté, c'est largement suffisant pour moi. Mais encore une fois, comme mon frère Doki vient de dire, la sécurité à 100% n'existe pas. Il faut que les Tchadiens comprennent quelque chose. Il ne peut y avoir de bonheur que pour un peuple qui agit ensemble comme une grande famille et non pas comme des individus isolés les uns les autres. Et même si on cherche la sécurité ou bien la liberté, c'est ensemble qu'on peut obtenir. Il n'y a pas de paradis privé. Si moi je suis en sécurité, j'ai ma liberté et que l'autre, mais je ne pense pas que ma nature puisse m'amener à être heureux à côté de mon frère qui est malheureux. Dans ma culture, on dit que c'est une honte que d'être heureux tout seul. Oui. Voilà. Donc, entre autres, on n'a pas tellement de conditions à mettre pour revenir chez soi et construire ce qu'on peut construire chez soi. Oui. Et M. Ouarou, vous êtes rentré sans condition, mais pendant que vous étiez en exil, vous n'avez pas eu un peu parfois des regrets d'avoir combattu, puisqu'à travers votre position, il y a eu quand même des morts d'hommes. Oui, moi, enfin, l'exil m'a fait trop de mal. C'est vrai, trop de mal, c'est-à-dire quoi? D'abord, mon pays me manque. Il y a mes parents, mes amis qui sont morts, je n'ai pas assisté. Tout ça réuni, quand même, 20 ans après, c'est douloureux. Maintenant, vous dites si j'ai eu un regret. Non, je pense que je n'ai pas de regret. S'il fallait le faire, je dois le refaire encore. Parce que je veux que le Tchad soit un Tchad de tout le monde. C'est ça ma conviction. Oui, un Tchad de paix. Un Tchad de paix, de stabilité, de cohésion. Orienté vers le développement. Orienté vers le développement, sûrement. Donc c'est ce Tchad que je veux. Et aujourd'hui, quand certains événements, certaines situations telles que par exemple les conflits éleveurs-agriculteurs qui viennent de façon récurrente, est-ce que qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Non mais écoutez, ces problèmes d'éleveurs-agriculteurs, ça existait toujours dans notre pays. Mais peut-être ces dernières années, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Ouais. C'est pas seulement le problème éleveur-agriculteur. Il y a eu même au nord des problèmes éleveurs-éleveurs, qu'il y a eu beaucoup de cas de décès. Et au sud, il y a eu des cas, comment dirais-je, agriculteurs-agriculteurs. Il y a eu beaucoup de cas de décès aussi. Tout ça, c'est la responsabilité de l'État. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes, on réfléchit. Les éleveurs, voilà votre place. Les agriculteurs, voilà votre place. Il y avait quand même la route de transhumance à l'époque. C'est l'État qui doit veiller sur ça. On ne peut pas laisser quand même à chaque fois les gens mourir sur de futilités, sur des bancs de terrain ou sur de ceci. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc moi, je trouve que c'est l'État qui est absent. Si aujourd'hui on a des morts c'est l'État qui est absent. Et l'État doit s'assumer. Effectivement, comme on vient de souligner tout à l'heure, moi et mon frère, on était absents dans ces pays pendant des années. Mais cela n'exclut pas qu'on a des parents, qu'on a des amis, on reçoit des informations, peut-être même plus que ceux qui sont en Djamena. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment éviter? Pourquoi ces histoires de tueries qui continuent tout le temps, on n'arrive pas à endiguer? C'est ça que tout Tchadien doit se poser cette question.
Mais il n'y a pas de miracle là-dessus. Il n'y a pas de miracle. On a, comment dirais-je, des forces de la gendarmerie, de la police, de l'armée. Tout ça, ils sont là. Et avec les informateurs qui disent que, bon, voilà, c'est que l'État les responsabilise. Eux-mêmes, ils sont des éleveurs. Eux-mêmes, ils sont des agriculteurs. Hein, et ils embauchent des gens du terroir, ils embauchent des gens qui le font venir et tout ça. Donc, c'est ça qui active un peu, comment dirais-je, les conflits intercommunautaires dans la région. Mais il faut que l'État frappe la main sur la table. Moi, on m'envoie comme un préfet. Et en même temps, moi, je suis agriculteur, moi, je suis éleveur. Et je laisse les gens mourir. Il ne doit pas être, comment dire, un agriculteur. Il doit pas être. Il faut qu'il attende. Oui, il doit gérer l'administration. Comment dirais-je, après ses fonctions de l'administration, qui n'a qu'à aller faire, s'il veut, son agriculture, qui n'a qu'à aller faire son élevage. Mais au moment où il est en action, il ne faut pas quand même qu'il perturbe les gens. Oui, mais M. Kingabe, vous avez la même lecture de la situation? Bien sûr. Vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait la guerre. Une femme qui devient subitement veuve, qu'elle soit Ngambay ou bien Goran ou bien Wadayen, c'est toujours une personne humaine qui a besoin d'une vie de famille heureuse. Ou bien un enfant qui aujourd'hui devient subitement orphelin, privé de ses parents qui doivent prendre soin de lui, c'est toujours notre enfant et nous avons le devoir de lui donner le sourire plutôt que de l'attrister. Et donc quand il y a la guerre, il y a toujours des casses, il y a toujours des morts et on regrette toujours cela. Mais on ne fait pas de la guerre de gaieté de cœur. Il y a aussi, même dans le système des Nations Unies, reconnaissent ce qu'on appelle le juste nérir, c'est-à-dire la guerre juste, qui peut amener à des États ou bien même à des groupes d'individus de prendre des armes pour exprimer le ras-le-bol. Ça existe aussi. Dans ce cadre-là, nous avons fait la guerre parce que nous avons notre raison. À un moment donné, on a cru à quelque chose. Et c'est fondamental que les gens comprennent comme ça. Ce n'est pas parce que nous sommes revenus aujourd'hui ici, donc du coup, on va dire que oui, non, parce qu'on n'a pas fait. Non, on a fait la guerre parce qu'on l'a voulu. Voilà. Maintenant... Est-ce que vous avez eu un peu de regret? Non, pourquoi je vais regretter? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que en faisant cela, ça a obligé... Vous savez, c'est comme... Si vous êtes sur une piste très exiguë, une piste de danse, que vous êtes là avec un aveugle, si vous avez peur de lui et que vous vous retirez, eh bien c'est lui qui va se mettre à faire de grands mouvements tout seul et les spectateurs, ils vont le voir lui seul. Et ils vont l'applaudir à la fin. Qu'il danse bien ou mal, alors il vaut mieux s'approcher de lui au maximum, au besoin, lui piétiner les orteils, afin qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi on va regretter? Le fait qu'on s'est approché, le fait qu'on a piétiné les orteils de l'autre partie, cela l'a amené à se sentir pas tout seul sur la piste. Donc c'est utile. Donc on ne peut pas regretter ça. Mais il y a un temps quand même pour chaque chose. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième aspect de la question que vous avez évoquée, par rapport au conflit éleveur-agriculteur. D'aucuns parlent de conflits fonciers. Ce qu'il faut savoir exactement, c'est que en ce moment, le conflit existe. C'est-à-dire que l'ordre social est ébranlé. La question à se poser, c'est de dire comment faire pour vivre avec le conflit. Parce que le conflit, ça fait partie intégrante de la société humaine. Le conflit existe toujours. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de désamorcer ces conflits? J'y viens, bien sûr. Et même s'il n'y a que uniquement les sudistes qui sont là, il y aura toujours des conflits. Et mon frère vient de le dire, au nord aussi, entre les nordistes aussi, il y a ce conflit.
Donc le conflit existe. Comment faire pour vivre avec ce qui existe et qui tend à exister encore? À mon avis, je crois que, personnellement, je pense que je vais militer pour le rétablissement de la peine de mort ici au Tchad. Il faut revenir à la peine de mort. Vous pensez que c'est l'une des solutions? C'est, entre autres, oui. Entre autres, je crois que je dois militer et sincèrement, je parle en tant que théologien aussi qui vous parle. Je crois que nous devons rétablir la peine de mort pour 60 ans renouvelable 2 fois. Et quand vous parlez de théologiens, ce n'est pas paradoxal? Non, ce n'est pas paradoxal. Dieu nous a confié l'humanité, non pas pour la détruire, il faut la conserver. Et Dieu agit à travers nous. Et donc ce que nous faisons, on pense que c'est Dieu qui agit en nous. Alors ceux qui tuent, est-ce que c'est leur Dieu qui agit en eux ou pas? Donc on ne va pas condamner le Père. Et c'est pour cette raison qu'il faut quand même mettre un terme à cela. Et entre autres, la peine de mort n'est pas exclue dans la religiosité. Et moi, j'ai fait de la théologie de libération. Donc, ça ne veut dire pas que... Mais c'est une mesure. C'est une mesure... coercitive qui amène à résoudre un problème. Qui contribue à la maîtrise de la tension sociale, entre autres. Et donc, c'est ça. Deuxièmement, et le plus urgent, c'est que ceux-là qui sont en ce moment en train de m'écouter, ils doivent comprendre que nous allons les pourchasser. Ceux qu'on envoie dans nos provinces, qui sont des gouverneurs, des commandants, des administrateurs, c'est incompatible. On ne peut pas être à la fois administrateur, éleveur et parmi les agriculteurs. Non, ce n'est pas possible. Et donc, vous savez, moi, je viens de la Suisse. En tant que citoyen suisse, j'ai mon arme de service à la maison. Alors, soit on accepte d'armer toute la population, soit on désarme tout le monde, mais on ne peut pas permettre à ce que certains réseaux souterrains, par gloutonnerie ou bien par, que dirais-je encore, organisent des activités contre les intérêts de l'État et donc contre la transition. Imaginez-vous, ceux qui font ces actes, est-ce qu'ils servent vraiment l'État? Non, ils ne servent pas l'État. Ils entravent plutôt les efforts en faveur du dialogue. C'est pour cette raison que je dis qu'on ne doit pas se permettre cela. L'État doit agir. L'État qui a la puissance publique doit s'affirmer. Mais si l'État qui a la puissance publique ne peut pas obliger ses concitoyens à accepter la loi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, tout simplement, il faut que l'État fasse son devoir. Mais en même temps, le citoyen aussi doit faire son devoir. C'est donnant-donnant. On ne peut pas imaginer que dans un État, moi, par exemple, je condamne ceux qui se sont précipités pour enterrer les morts. Je suis pour l'exposition de ces cadavres-là jusqu'à ce que l'État trouve une solution adéquate à cela. Mais on tue 10, 15 personnes, et puis voilà, on prend son téléphone portable, on fait des vidéos, on pleure, et puis on enterre et c'est tout. Non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas. Il faut exiger à ce que l'État prenne une solution, adopte une solution. Quelle est la solution que l'État a adoptée? Il ne suffit pas seulement diligenter des enquêtes, enquête sur enquête, enquête sur enquête, et finalement on est arrivé à quoi? Rien du tout. Et donc on doit être là pour dire que voilà, venez demain, vous tuez 10, 15 personnes, on pleure, on met la main sur la tête, et puis on fait des selfies avec ça, on publie, puis c'est tout. Demain vous revenez. La preuve en est que j'ai entendu qu'en août encore ça s'est passé, et aujourd'hui encore, et donc demain encore, non, il faut que ça s'arrête là. Le problème se trouve quand même au niveau où il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut voir quelle est la chaîne de commandement qui aboutit à cela. Ce n'est pas parce qu'un pauvre bouvier là qui va agir comme ça, mais il détient ce pouvoir-là d'où? Et donc il faut dégager les responsabilités. Il ne doit pas y avoir... Moi, quand j'étais petit,
j'ai accompagné ma mère, on va derrière les éleveurs, on va avec le mil et on revient avec du lait. Il n'y avait pas avant un certain nombre d'années, il y avait cette entente-là parce que l'État a organisé. Et donc il faut revenir à ces fondamentaux. Et ceux qui sont dans nos territoires, dans nos provinces, doivent comprendre qu'ils sont là en tant que serviteurs de l'État et l'État est incompatible. Certaines activités de l'État sont incompatibles avec des métiers privés. Si vous voulez être éleveur, pourquoi quand on veut être candidat à la présidence et qu'on est militaire, on oblige le candidat à démissionner de ses fonctions de militaire avant d'aller se présenter? Pourquoi moi, en tant que préfet, je dois même en même temps faire du commerce, faire de l'agriculture, faire de l'élevage et continuer à... Comment je peux être... un bon administrateur? Non, pas du tout. C'est des choses incompatibles. Et là, si ça se répète et que ça se répète, ça veut dire que l'État a failli quelque part. Il suffit simplement que l'État fasse régner l'ordre. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de miracle. Oui, monsieur Doki Warou, vous êtes rentré au pays. Nous allons revenir donc à vous. Vous êtes rentré au pays. Vous avez été reçu par le président de la République. Cet entretien vous a reconforté davantage à travers les mots que vous avez pu échanger avec lui? Moi, personnellement, j'ai dit, même j'ai un peu un moment écrit même sur les réseaux sociaux que les gens m'ont critiqué. Pourquoi j'ai dit que j'ai trouvé, je lisais dans les yeux du président que je l'ai trouvé un homme sincère et pourquoi les gens m'ont enfin un peu critiqué parce que vu mon passé dans l'opposition et tout ça. Ceci étant, c'est vrai, j'ai rencontré le président et je répète, pour moi, il est sincère. Je suis convaincu qu'il est sincère. Je dis, je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. Mais pour moi, le président est sincère. Il est engagé pour qu'il puisse amener vraiment la paix dans notre pays. Vous savez, comme on le dit, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et aujourd'hui, peut-être, c'est une chance. Je pense, hein, je peux me tromper. Ouais. C'est une chance, aujourd'hui même, de l'avoir, M. Mamadi Idriss Déby. C'est un trait. Parce que quand ces traits sautent, et c'est que je ne souhaite pas, mais on peut aller dans l'inconnu. Et il faut que les Tchadiens, tous les Tchadiens, se mettent à soutenir le président Mamad pour qu'on puisse arriver à une paix définitive. Définitive, pas durable. Parce que quand on dit durable, parce qu'il y a une fin, mais à une paix définitive dans notre pays. 60 ans, ça nous suffit. Que de guerre tout le temps. Alors, donc, vu la sincérité du président, et moi aussi, d'une manière très sincère, je suis rentré chez moi. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Et aujourd'hui, je serai le premier combattant à prendre les armes pour la personne qui veut déstabiliser ce pays. Je ne tolérerai pas. Donc, là, l'allure où on va, peut-être je peux un peu revenir, si vous me permettez, sur l'audio qui circule de mon ancien chef, que c'est inadmissible. De dire, négociation ou pas, il y aura la guerre. Quand même. Je n'ai pas dormi cette nuit. Négociation ou pas, il y aura la guerre. Pourquoi il y aura la guerre? Alors, je me dis, mais... Et il faut faire la guerre avec les mercenaires, avec l'appui des mercenaires. Mais je ne sais pas avec qui il faut faire la guerre. Il dit paix ou pas, il y aura la guerre. Mais dans ces cas, pourquoi aller à Doha? Je ne vois même pas l'utilité d'aller réunir les gens à Doha. Je disais, à Doha, il y a eu, hier, au niveau de l'Assemblée, on a un peu soulevé ces problèmes. Oui, parce que vous êtes au CNT. Je suis au CNT, je suis conseiller au CNT. À Doha, le Qatar qui doit abriter les politico-militaires, en écoutant l'audio de mon ex-président, c'est qu'il y a une connivence aussi quelque part.
Il dit qu'il faut que même ceux qui ont les yeux verts, c'est-à-dire ils parlent, je ne sais pas, soit du russe ou bien soit de, je ne sais pas, venez avec. Je parlais avec les autorités. Ça veut dire quoi? Donc, il y a quelque chose qui se trempe. Mais comment un pays comme ça va nous organiser pour faire, comment dirais-je, une table ronde et tout ça? Et en même temps, laisser l'occasion à quelqu'un. Laisser l'occasion. Et en plus, ils ont créé des multitudes de politico-militaires. Vous avez l'UNIR, vous avez le PPT-RDA, vous avez le, quoi, je ne sais pas, le MPLT, tous ces mouvements politiques qui sont enterrés, ils ont ressurgi. Il y avait à peu près plus d'une vingtaine de mouvements. C'est quoi leur objectif? L'objectif principal, nous tous à l'époque, c'est combattre le système du président Déby et son impasse. Bon, maintenant, comme je venais de dire tout à l'heure, notre adversaire principal, paix à son âme, il n'est plus. Donc la guerre n'a pas de sens. Avec qui on va se combattre? Et tous ces gens, chacun a mis des préalables pour venir discuter. Mais quel préalable? Ils doivent rentrer, s'ils ont besoin de choses à dire, ils disent au mouvement dialogue. Aujourd'hui qui assiste à ces dialogues, chaque mouvement a mis des préalables avant même d'entamer les dialogues à Doha. Comme le gouvernement, le ministre de la Communication, M. Kolama, l'avait dit, nous n'allons laisser personne. Il faut que tout le monde rentre au pays. Mais celui qui s'auto-exclut, on ne peut pas l'obliger. Oui. Si ton enfant fouille, tu pars le chercher, tu l'amènes à l'école. Demain, il fouille. Mais à un certain moment, s'il devient majeur, tu ne peux plus. Quand tu viens, il va te taper. Donc, si on s'auto-exclut, je ne sais pas. Oui. Et maintenant, Doha, pour moi, Doha, dans ces conditions, c'est pas ça. Il faut qu'on trouve un autre pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut perpétuellement continuer à faire souffrir ce pays. Il faut qu'on arrête. Revenir toujours à cette fameuse citation, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce temps de la paix est arrivé. Oui. Et moi, personnellement, je suis engagé résolument dans la voie de la paix. Merci. Dans la voie de la paix, Kingabe, c'est la même chose. Vous avez été reçu par le président de la République à cœur ouvert, vous avez eu à échanger avec lui. Bien sûr, bien sûr. Sur ces différents sujets. On a évoqué plusieurs sujets. Moi, personnellement, ça, comme je l'ai dit, les choses, tout ce qui touche à la vie de la nation, à la vie de l'État de la République, il faut être extrêmement exigeant là-dessus. Moi, je ne vais pas faire de compromission. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit de la nation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la nation est une âme. C'était au lendemain du 11 août 2021. J'ai suivi le discours du chef de l'État dans son intégralité. Et puis j'ai eu aussi la version papier que j'ai lue. Et j'ai fait mon analyse de ce discours. Et j'ai trouvé que c'est un discours formidable. Et là, j'ai tout de suite écrit un article aussitôt pour dire qu'il faut être vraiment hypocrite pour ne pas reconnaître une certaine vérité, une certaine lucidité, une certaine clarté dans ce discours. Et je crois que c'est un discours fondateur, à mon avis. À partir de là, discours fondateur d'une nouvelle nation. D'une nouvelle république. À partir de là, on ne peut pas s'empêcher d'être ému face à une telle clarté et une telle volonté. Et mon rôle à moi, c'est de soutenir des actions comme ça. Je ne suis pas là pour dire que coûte, Kingabe, si je ne suis pas président de la République du Tchad, c'est rien du tout. Non, mais je veux accompagner un processus au Tchad. Je l'avais fait, je sortais de l'université, le temps d'être intégré à la fonction publique sans avoir ma titularisation, on fait appel, moi, à ce niveau, c'est parce que j'ai affiché cette volonté-là. Maintenant, je suis arrivé et à partir de là, il y a quelque chose un mécanisme qui s'est déclenché en moi pour dire que c'est quand même le moment de tenir un autre langage. Et je crois que je n'ai pas tort. Pourquoi? Parce que moins de 6 jours après mon arrivée,
le chef de l'État m'a reçu. Et l'entretien, au départ, est prévu pour durer 45 minutes, mais nous avons passé plus de 110 minutes. Ça prouve combien les entretiens étaient fructueux. Maintenant, il ne faut pas s'accrocher à l'être. L'être est toujours l'être. Ça peut être l'être en mouvement, l'être en statique, mais il faut aussi voir la substance. Il faut prendre l'être et la substance à la fois. Il ne faut pas se focaliser parce que oh, c'est celui-là, c'est encore là. Non, ce n'est pas comme ça. Si on veut raisonner en des termes responsables, il faut prendre de la hauteur. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré un homme dans la rue qui porte un manteau noir avec un chapeau qui s'appelle Paul que tous les hommes que je rencontre dans la rue qui portent un manteau avec un chapeau noir s'appelleraient Paul. Non. Alors à partir de ce moment, il faut prendre chaque individu dans sa substance et dans son être à la fois pour le juger par rapport à ce qui se passe concrètement. Or, ce qui se passe concrètement, il faut reconnaître que la transition actuelle n'est pas facile. C'est très difficile, c'est dans des conditions assez difficiles. Et donc, plutôt que de mettre des bâtons dans les roues, il faut plutôt accompagner, donner vraiment la chance à cette paix. Vous voyez, quand on va au terrain de football pour assister à un match, on supporte son équipe, son meilleur joueur qu'on le supporte, il prend le ballon depuis le milieu, il va, et puis après, à 11 mètres, il tire, il rate. Là, on le condamne, on dit « Oh !» Mais il faut se mettre à sa place pour voir combien la difficulté. En tant que spectateur, il faut se mettre à la place de ce meilleur joueur-là. Ça peut être un meilleur joueur, tout comme pas un bon joueur, mais la difficulté qu'il a pour dribbler tous les éléments adverses pour aller là-bas. Et s'il rate, il faut lui donner quand même sa chance. Il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Il faut l'encourager plutôt. Il va pour la seconde fois. Voilà, ça c'est mon approche. Oui. Ça c'est mon approche. Et puis, je me suis dit qu'il faudrait vraiment le moment où jamais que les Tchadiens acceptent pour une fois dans la vie de notre nation de faire résonner les cloches de la paix. Et je voudrais qu'on aille un peu vite, oui. Le temps nous presse. Oui. Est-ce que vous êtes déjà au départ de la rencontre de Doha? Vous allez participer? Est-ce que vous allez contribuer d'une manière ou d'une autre à sensibiliser vos camarades, vos anciens coéquipiers qui sont encore restés en exil à répondre favorablement à cet appel en 2-3 mots? J'ai commencé déjà ce travail dès le lendemain de l'audience que le chef de l'État m'a accordée. Moi, à tous les niveaux, on peut rester à la cuisine tout comme dans la cour et toujours savoir manger le TK de la bonne manière. À Doha ou bien ici, ou bien à l'intérieur, je peux aussi ce jour-là être à Mongo ou bien à Pala, je peux toujours contribuer. Mais si tout à l'heure mon frère dit, c'est Dieu qui donne ça. Si le temps de Dieu arrive et on pense que c'est mieux d'être à Doha, je suis prêt. Et si je peux faire quelque chose sur place ici, je suis prêt également. L'important, c'est de pouvoir apporter une contribution, mais dans un état d'esprit où la rectitude morale doit prévaloir et la probité intellectuelle également. Il ne faut pas jouer à des magiciens de souterrain, non. Il faut quand même avoir la rectitude morale pour dire que voilà, nous accompagnons ce processus et je suis engagé dans ce sens-là. Monsieur Doki Ouarou, le point de convergence, c'est d'abord le dialogue national inclusif qui est prévu en mois de mai prochain. Et après ce dialogue, il y aura des échéances. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Est-ce que vous vous préparez déjà, si jamais les terrains sont bien balayés? Nous sommes les premiers à fouler le sol
de notre pays à l'appel du président de la République. Et on avait dit, nous sommes disposés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la paix. Aujourd'hui, le comité technique spécial et le groupe qui sont chargés de faire ces rencontres de Doha, excusez-moi, mais bon, c'est vrai, il y a des hommes et des femmes de qualité qui sont là et tout ça, mais quand même, nous sommes bien placés pour faire ce lien entre ceux qui veulent négocier et mettre des préalables. Nous, on connaît déjà les préalables pour gagner le pays. Bon, là, pour l'instant, nous ne sommes pas... nous, au niveau de l'IFR, les groupes qui sont arrivés, pour l'instant, nous ne sommes pas associés, mais nous sommes disposés à tout moment, si les besoins se sentent, nous sommes disposés à accompagner. Et parlant de mes ambitions personnelles, je suis un être humain. Quand je vous dis que je n'ai pas d'ambition, c'est que je mens. Je suis un être humain, mais je vais avoir de bonnes ambitions, pas des ambitions bâclées. Et aujourd'hui, mes ambitions, c'est comment le Tchad retrouve la paix. C'est ça mon ambition principale. Comment éviter la guerre à notre pays. Comment le Tchad doit se développer comme les autres pays. Et tout à l'heure, il a soulevé quelque chose d'important. C'est son point de vue. Et peut-être, je suis d'accord aussi avec lui. La peine de mort, il faut l'instaurer dans ces pays. La plus grande démocratie du monde, qui est les États-Unis, ils ont la peine de mort. Nous, petit pays comme le Tchad, si on a des problèmes de sécurité, la peine de mort, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans la rue de N'Djamena, quelqu'un peut te tuer, prendre ta mobilette. Quelqu'un peut te tuer, te fouiller, prendre ton argent. Mais comment on peut laisser des gens comme ça, qui ôtent la vie à des paisibles citoyens, de les laisser amener à Kortoro 2 mois après, ils te retrouvent dans le marché, ils te narquent. Je crois que ces gens, ils n'ont pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, et il faut les mettre à leur place. Et moi, sur ce point, je suis aussi entièrement d'accord avec lui. Voilà, juste pour compléter sur l'ambition. Aujourd'hui, il y a quoi? Nous sommes à 200 et quelques, 300 partis politiques au Tchad. Je trouve que c'est pléthorique. Pour moi, c'est vraiment pléthorique. Et cette ambition, aujourd'hui, tout Tchadien. Mais c'est quoi ces ambitions? Nous, on est un pays pauvre, bien que c'est vrai, on a un peu de pétrole et tout ça, on est un pays pauvre. Vous savez que même faire des élections, ça nous coûte énormément de cher. Énormément cher, je vous le dis, autant pour moi. Le seul problème de notre pays, c'est quoi? C'est la justice. Si la justice y est, l'école y est, l'éducation, l'école, la santé, je crois que les Tchadiens ne demanderont pas beaucoup plus. Ouais. Les gens ne vont pas créer des partis comme... C'est énorme. C'est quoi 300 partis? C'est quelle idée? Voilà, je pense que ce que vous avez dit a été entendu. En 30 secondes, vous avez une ambition personnelle? Mon ambition, c'est d'être ce canal de la paix, d'être pour mon pays le canal de la justice, d'être pour mon pays le canal de la lutte contre l'impunité. C'est d'être dans mon pays le canal de la paix. Ça, ce sont mes ambitions et je crois que le reste de ma vie, je vais me consacrer à cela. Voilà. Nous avons beaucoup d'autres sujets à évoquer. Malheureusement, le temps nous prend déjà à la gorge. Nous tenons à vous remercier. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons reçu comme invité le dernier ministre secrétaire général adjoint de Hissène Habré et dernier porte-parole du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, M. Kingabe Ogusemi de Tapol. Voilà, j'ai bien prononcé le nom. Merci beaucoup. Et nous avons reçu également comme invité M. Doki Warou Mamat. Il était membre du Conseil supérieur de défense, conseiller politique du président de l'Union des forces pour la résistance. Vous êtes déjà rentré, vous êtes au Conseil national de transition. Conseiller, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Voilà. C'est à moi. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.